Avant de se lancer dans une relation, il faut être en bonne relation avec soi-même. Être en couple, c'est un signe de bonne santé sociale. On doit se plier en quatre pour la personne qu'on aime. Dans une relation, tous les red flags sont flagrants. Les disputes, c'est sain. Quitter quelqu'un fait de toi quelqu'un de mauvais. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes les élèves de terminale du club égalité du lycée Marlioz à Aix-les-Bains. Et nous, c'est Camille, Alix, Pauline, Émilie. Chiara. Notre podcast, il s'appelle le guide de survie relationnelle pour traverser le lycée avec des clés pour des relations saines. Ce podcast, il va se dérouler sous forme d'affirmations. Et donc nous allons discuter les affirmations, dire ce que nous pensons et voilà. Avant de se lancer dans une relation, il faut être en bonne relation avec soi-même. Je trouve personnellement il faut être dans une bonne relation avec soi-même, mais ça peut dépendre aussi. Parce qu'on peut être dans une bonne relation avec soi-même et au fur et à mesure d'une relation, il peut se passer des choses externes qui peuvent nous dégrader psychologiquement. Et c'est grâce aux appuis des autres et de la relation en elle-même qu'on peut remonter. Donc il y a plusieurs points de vue à prendre en compte, je trouve. je pense que c'est important quand même de s'aimer soi-même avant d'entamer une relation, parce que c'est un peu la seule relation qu'on va avoir tout au long de notre vie. Et c'est important d'être bien avec soi-même, d'être au courant de ce dont on a besoin, de ses envies, pour pas s'engager dans une relation qui ne correspond pas. Du coup, je pense qu'on n'est pas tous égaux parce que déjà, ça dépend de notre enfance. Par exemple, si on a été harcelé ou si on a eu une enfance compliquée. Après, aussi, ça dépend de notre caractère. Par exemple, il y a des gens plus timides que d'autres qui vont avoir plus de mal d'aller vers les autres et du coup qui vont pas forcément vouloir s'engager dans des relations. Donc du coup, ça dépend vraiment de notre personnalité, de notre passé, de notre vécu. Je pense que dans l'adolescence, c'est un peu une sorte de passage rituel, d'être pas très bien dans ta peau. Mais c'est aussi un passage rituel d'avoir tes premières relations à cette époque-là de ta vie. Donc je pense que c'est pas primordial d'être forcément extrêmement bien avec soi-même. En revanche, il faut que tu sois conscient que si t'es trop mal, tu peux forcément tomber dans un truc malsain de, par exemple, dépendance affective où tu vas mettre plus d'amour chez l'autre que chez toi. Donc, il faut être capable, même si on ne se sent pas la plus belle du monde ou le plus beau du monde, être capable de se dire « Ok, je me lance, mais je fais attention à moi ». Être en couple, c'est un signe de bonne santé sociale. En fait, à notre âge, être en couple, c'est un peu un critère pour être bien vu par ses potes, par exemple. Ça amène une sorte de prestige social, on va dire. C'est quelque chose qui est socialement valorisé. Et quand on a notre âge, c'est parfois dur de sortir de ce cadre et de se dire que c'est juste une étiquette, en fait, et qu'on peut avoir les relations qu'on veut sans forcément se mettre dans cette case d'être en couple. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais être en couple, c'est genre complètement une option. Ça doit être dans ta vie que si ça t'apporte quelque chose en plus. Et tu peux pas réduire ton couple à toute ta vie sociale, parce que c'est pas assez épanouissant d'avoir qu'une seule personne dans ta vie. Après, peut-être que tu peux t'épanouir comme ça, il n'y a pas de jugement, mais il faut avoir conscience qu'un couple, c'est quelque chose qui est en parallèle du reste de ta vie. Et ta santé sociale se résume pas à une seule personne. Je pense qu'être en couple, ça sert pas à rien, mais qu'il faut se dire que le célibat, ça peut être tout aussi épanouissant. Donc il faut pas se forcer à entrer dans une relation parce que tes potes ils disent que c'est la honte si t'as jamais embrassé personne. Quand on est dans une relation, on doit se plier en quatre pour la personne qu'on aime. Non, parce que c'est toxique, parce que le fait de se plier en quatre, ça veut dire qu'on manque de confiance en nous et puis ça peut nuire à notre bien-être psychologique. Donc du coup, il faut d'abord, avant tout, écouter ses besoins avant de vouloir plaire à l'autre, trouver le juste équilibre en fait. C'est normal que chacun va devoir s'adapter à la personne en face. C'est comme ça, on n'est pas deux personnes identiques, donc il y a forcément des besoins que l'autre aura et auxquels on n'avait pas pensé. Mais après, dès que ça sort un peu de notre zone de confort et que on sent que si on le fait, ça va nous mettre mal, faut dire stop. Pour une personne, on peut changer ses habitudes et par exemple comment on vit dans le quotidien un peu, mais on ne doit pas non plus changer la personne qu'on est, ni physiquement, ni moralement, juste pour plaire à une personne en particulier.
Imaginons qu'on soit dans une relation et quelqu'un préfère, on va dire, un type de physique ou un type de coiffure. Genre, en aucun cas, on a à se plier à ses envies et à comment il a envie qu'on soit. Ça, je trouve que c'est important à dire. En parlant de ça, exprimer ses besoins, c'est décevoir l'autre. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que exprimer ses besoins, c'est primordial. Si t'es pas à l'aise au sein d'une relation, elle pourra jamais marcher. Alors qu'en revanche, décevoir l'autre, si quand t'exprimes tes besoins, ça déçoit l'autre, bah, il faut peut-être se poser des questions sur la légitimité de cette relation même. Avant d'exprimer ses besoins, il faut déjà les reconnaître et savoir que si la personne renie nos envies, nos besoins, c'est que c'est pas une relation très saine. À notre âge, donc là je parle pour des personnes qui ont notre âge principalement et qui sortent avec des personnes plus âgées ou plus jeunes, les personnes n'ont pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins au même moment. Et c'est des choses qu'il faut respecter et il faut vraiment mettre des gros stops et des grosses barrières à ces endroits-là. Parce qu'imaginons, on va dire, il y a une relation entre quelqu'un de plus jeune et une personne plus âgée, ça peut être 2 ans ou 3 ans. Mais c'est vrai que les personnes, par exemple, sont parfois à des stades de leur vie très différents, donc entre le lycée et les études supérieures. Et parfois, les personnes ne voient pas la vie de la même façon. Et leurs envies, elles divergent, du coup. Dans une relation, tous les red flags sont flagrants. On se dit que les red flags sont évidents à repérer et à éviter, sauf qu'une fois qu'on est dans la relation, qu'on est pris dans le truc, on voit pas forcément et on a tendance à repousser nos limites. Et c'est à ce moment-là que il faut un peu prendre du dessus et se rendre compte que la relation nous correspond pas. Mais du coup, non, je pense que les red flags sont pas toujours flagrants. Parce que on peut pas comprendre ce qu'on n'a pas vécu, donc c'est facile à dire, mais plus dur à faire. Et en fait, on se rend compte que dans les premières relations, souvent, on est dans l'incapacité totale de savoir ce sur quoi il faut mettre un stop. Et aussi, on peut être dans une dynamique un peu de oui, mais si je mets un stop, peut-être que la personne va s'énerver, que la personne va se dire c'est fini. Et ça peut être un peu avec la pression sociale aussi, et puis même un manque de confiance en soi. Ça peut être quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Mais il faut savoir que dès que ce genre de choses arrive, tu vas le savoir au fond de toi. Il faut juste être capable de repérer ces signaux, même si c'est super dur. Les amis ils peuvent te soutenir psychologiquement, par exemple, quand tu es dans une relation toxique. Et ils peuvent te supporter, te donner des conseils, même te pousser à quitter la personne si elle est vraiment toxique pour toi. Et donc, ça peut vraiment être une source de support émotionnel. Dans ce genre de situation, il faut écouter les conseils des gens qui nous aiment, parce que souvent, c'est des conseils qu'ils nous donnent pour notre bien. Après, il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a des red flags chez nos amis et qu'on ne voit pas forcément non plus. Voilà, donc il ne faut pas faire confiance à tout le monde trop facilement. Et il ne faut pas hésiter à... Quand on se sent mal auprès d'une personne, c'est souvent qu'il y a quelque chose à creuser. Pour moi, un des pires des red flags, c'est la manipulation mentale et affective. Et green flag, c'est vraiment la communication. Le fait de parler de nos problèmes, de ce qui nous dérange et de mettre tout à plat. Généralement, c'est ce qui fait avancer une relation, je trouve. Un red flag, c'est quand la personne essaye de te faire changer ou essaye de t'éloigner de tes proches pour qu'ils puissent t'avoir ou qu'elle puisse t'avoir essentiellement pour lui ou pour elle. Et un green flag, la capacité à dire ce qui ne va pas et aller chercher ensemble un peu d'où ça vient, ces trucs qui ne vont pas, même si c'est un peu fondamental. Pour moi, un red flag, du coup, c'est par exemple le fait de dénigrer la personne ou de ne pas respecter ses besoins. Et du coup, un green flag, c'est aussi la communication, le fait de parler, de se remettre en cause, de parler de ses émotions et tout. Donc pour moi, un red flag, c'est quand on se sent pas à l'aise avec la personne, qu'on sent qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, que la personne nous écoute pas trop et nous respecte pas trop. Et pour moi, un green flag, c'est que la personne est honnête avec ses sentiments et qu'elle essaye pas de nous faire rentrer dans un moule. Un red flag, ça serait quand on se sent négligé par la personne avec qui on serait en couple. Par exemple, si on fait des efforts et que la personne va juste regarder ça comme le moindre des choses et ne pas mettre en valeur les choses qu'on pourrait faire. Et du coup, à l'inverse, un green flag, ça serait de valoriser la personne avec qui on est, de mettre en avant n'importe quelle chose qu'elle ferait qui serait positif, et du coup d'encourager la personne dans la relation.
Un autre red flag, c'est la monopolisation d'une personne. Donc passer tout son temps avec elle et du coup que la personne elle passe moins de temps avec sa famille et ses amis. Je trouve que quand même c'est bien d'avoir une vie sociale diverse. Et du coup green flag, quelqu'un qui arrive à gérer son temps entre sa famille, ses amis et sa relation. Les disputes, c'est sain. Ça dépend, en fait, c'est assez ambivalent comme affirmation parce que d'un premier côté, on pourrait croire que les disputes, c'est un peu malsain parce que le fait même de la dispute, c'est le fait qu'il y a un désaccord entre deux personnes. Mais après, ce qui est important, c'est surtout le sujet. Par exemple, si une personne n'a pas fait la vaisselle ou un truc comme ça c'est pas grave. Mais par exemple, si c'est vraiment ça part sur du dénigrement, de la critique, ça peut être violent et du coup, dans ce cas-là, c'est toxique. Alors, la dispute, si ce n'est que c'est sain, c'est d'abord normal. C'est normal d'avoir des désaccords quand on est dans une relation avec une personne qui est différente de nous. Après, ça dépend de la façon dont on les exprime. Ça en vient à des insultes, à des violences qui peuvent être physiques ou morales ou verbales. Ça dépasse les limites qui sont apposées. Une dispute, tant que ça rentre dans le respect et que c'est dans un but de communication et non pas de violence envers l'autre, ça peut être sain, mais il faut jamais dépasser la limite. Et toujours à rappeler que techniquement, si on reste maître de soi-même, une conversation peut régler les choses tout aussi bien, si ce n'est mieux qu'une dispute. Et du coup, autant privilégier si possible la conversation et ne pas laisser traîner les problèmes, en parler le plus tôt possible, ce qui évite les disputes et peut éviter les problèmes suivant les disputes. Tu ne pourras jamais apprécier ta sexualité si tu as eu de mauvaises expériences avant. Alors là, on parle de comment avoir des bonnes relations et des relations saines, mais il ne faut pas oublier que des relations malsaines, ça arrive. Que même si on avait tout prévu et que dans notre tête c'était tout clair, ça arrive quand même. Donc dans ces relations malsaines, il se peut qu'il y ait des mauvaises relations avec tout ce qui est la sexualité, surtout au lycée où personne ne sait trop comment faire et que les gens sont un peu bercés dans la culture de la pornographie. Et donc je pense qu'après, tu peux t'en remettre. Il faut travailler sur toi. Il faut en parler au prochain partenaire que tu auras. Mais tu peux très bien t'épanouir dans ta sexualité, même si les premières expériences ont été plutôt foireuses. Après, tout est toujours là-dedans, dans imposer ses limites et comprendre les siennes et comprendre là où il y a eu un peu des traumas par rapport aux expériences passées et un peu les apprivoiser et avancer avec. On peut accepter la tromperie. Donc la tromperie, c'est peut-être pas la même notion pour tout le monde, mais je pense que la tromperie, elle part du moment où l'attirance pour une autre personne qui est son partenaire, elle devient un peu trop tangible. Par exemple, quand ton partenaire va en parler avec quelqu'un en parlant de toi comme si t'étais un second choix ou comme si il pouvait se permettre d'aller voir ailleurs sans que tu dises rien. Après, bien sûr, ça c'est vraiment une vision très hétéronormée parce que maintenant il y a les couples ouverts, il y a le polyamour, tout ça. Mais il faut savoir poser ses limites. Ce sera encore un combat un peu à mener, c'est-à-dire choisir entre est-ce que tu remets ta confiance dans les mains de quelqu'un qui s'est permis de la balancer par la fenêtre ou est-ce que tu t'éloignes. Et ce choix, c'est un choix entièrement personnel et il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Bon, si ça fait 20 fois et que ça fait 20 fois que vous dites non, courez. Quitter quelqu'un fait de toi quelqu'un de mauvais. Quitter ne va pas te rendre mauvais. C'est plutôt un acte qui, dans certains cas, peut être plutôt courageux parce que sur le moment, une rupture, ça peut faire mal, mais ça peut être que bénéfique pour la suite parce que si on continue à s'enfermer dans une relation qui est toxique pour nous ou la personne avec qui on est, ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas continuer à sortir avec quelqu'un qu'on n'aimerait pas, par exemple, alors qu'à la fin, ça va juste plus la blesser qu'autre chose. Parce qu'on risque sûrement de la négliger, on risque de ne plus se comporter comme un amant durant la relation. Du coup, autant faire sûrement mal sur le moment, mais de n'aller que vers quelque chose qui sera positif vers la suite. De préférence en présentiel. Vaut mieux faire une vraie rupture que, par exemple, juste bloquer la personne, ne plus lui répondre, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Il faut que ça soit net. S'il y a des raisons, que les raisons soient données,
qu'il y a une bonne explication, parce que la rupture, ça reste aussi une conversation. Il faut réussir, tant bien que mal, à être ouvert par rapport aux sentiments des deux personnes, à essayer de se comprendre mutuellement, bien qu'évidemment la situation ne pourra être que difficile à l'instant T. On peut ne pas vouloir rompre avec quelqu'un de peur de faire du mal. Il faut prioriser ton bonheur par rapport à celui des autres, je pense. Si t'es pas heureux dans ta relation, si tu sens que ça va mal, que tu te sens mal, ce sera toujours mieux pour toi de dire à la personne les choses cachées. Et ce sera toujours mieux pour la personne aussi, parce qu'elle saura. Elle sera pas dans un mélange d'émotions où tu auras l'impression de plus l'aimer et elle va continuer à s'impliquer et ça pourra pas marcher sur le long terme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de quitter quelqu'un, mais par contre, il faut juste se souvenir qu'on peut pas être le héros dans l'histoire de tout le monde et que c'est pas grave. Il faut se laisser aussi guider par nos émotions et par nos sentiments. Très belle phrase de fin, non? En résumé, nous avons écrit une lettre tous ensemble destinée à notre nous-mêmes du passé, avec une liste de conseils que l'on aurait aimé recevoir auparavant. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous aimerions remercier Madame Bessa et l'association ALS pour cette occasion. Bisous.